6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. Nous allons attendre 2 petites minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. – 11h02, je vous propose de démarrer. Alors merci de votre participation à ce webinaire. On va commencer par se présenter. Donc Franck, je te laisse la main. Merci Nicolas. Franck Bonnard, je suis consultant chez NXO et je m'occupe de connectivité de cybersécurité dans les environnements convergés IT-OT et on reviendra un petit peu plus précisément après sur ce que l'on entend par ce terme-là. Et donc Nicolas Bally, j'ai la responsabilité de développement de toute l'activité convergence IT-OT au sein de NXO en Grand Est. Et nous effectuons ce webinaire avec Franck depuis donc les locaux de Swarm. Donc vous pouvez voir effectivement derrière nous une partie de ces locaux. Nous sommes en fait au cœur d'un consortium, d'un écosystème d'acteurs professionnels de l'industrie 4.0. Et nous sommes l'un des rouages, l'une des briques de cet écosystème. Donc dans cet environnement, chacun est venu amener son expertise dans son domaine pour développer des cas d'usage autour de l'industrie 4.0, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, jumeaux numériques, machines robotiques, comme vous le voyez derrière Franck, avec des technologies disruptives de type convoyage électromagnétique. Et au sein de cet écosystème, nous avons, en partenariat avec Cisco, amené toute la brique de connectivité et de cybersécurité industrielle. Et c'est le sujet dont nous allons aborder lors de cette heure que nous avons en commun. Donc, juste 2 slides sur nous, sur NXO. Donc, nous sommes en fait la filiale digitale de l'industriel Faya, l'un des leaders de la construction en France, et nous intervenons du conseil à l'infogérance sur toutes les chaînes de valeur de la connectivité, de la cybersécurité et de la communication. Nous avons une quarantaine d'agences réparties sur toute la France, avec donc un maillage fin sur le territoire et également une capacité à intervenir à l'international via un réseau de partenaires au niveau monde. Je passe rapidement sur la présentation NXO pour arriver sur le sujet d'aujourd'hui et je te laisse la main, Franck. Oui, effectivement, le sujet d'aujourd'hui, et vous voyez notre vision et notre conviction forte synthétisée sur ce slide, c'est que la donnée devient le nouveau fluide de l'usine. Cette donnée, eh bien, notre mission, notre conviction, notre proposition de valeur, c'est de vous permettre, en tant qu'industriel, de la faire circuler
mais je dirais de manière consciente et organisée et pas de subir d'éventuelles, connexions, on le verra, cachées, pas forcément documentées ou peu maîtrisées. Donc de manière organisée, agile, évidemment sécurisée puisque cette donnée industrielle va prendre une valeur importante pour vous, pour l'amélioration de vos processus, pour tout un tas de choses. Et évidemment, cette circulation, elle a lieu entre les réseaux de gestion ou les réseaux habituels et les réseaux industriels qu'on va définir juste après. Tout ça sans compromis, ni en termes de productivité, ni évidemment en termes de, sécurité de ces données, de cybersécurité. Et le message que l'on souhaite vous passer ce matin à travers ce webinaire, la conviction qu'on souhaite partager avec vous, c'est que pour nous, la visibilité, l'urbanisation et finalement le travail en commun autour de l'IT et de l'OT sont les fondations qui vont permettre la mise en place de cette colonne vertébrale et assurer la performance de demain. Autrement dit, de pouvoir tirer la valeur de la donnée dont on évoque, la nécessité de faire circuler, depuis tout à l'heure. Et alors justement, pourquoi assistons-nous à cette convergence? Dans l'industrie, et notamment quand on parle d'industrie 4.0, voire 5.0 maintenant, hein, donc plus communément l'industrie du futur, heu, se dégage en fait, il y a 4 enjeux qui se dégagent. Alors bien évidemment, pas partout, hein, mais c'est les 4 enjeux majeurs qu'on peut constater quand on échange avec les industriels, hein. C'est ceux que vous voyez à l'écran, hein. Alors bien évidemment de l'enjeu très, très pratico-pratique, hein, bien gagner en productivité en améliorant la qualité, en baissant en améliorant la production, le nombre de pièces fabriquées par jour et cetera. Mais, on a également les notions de flexibilité ou de gestion de l'énergie et un gros point, qui est exacerbé aujourd'hui, alors pas que dans l'industrie bien évidemment, dans tout corps de métier, hein, c'est la gestion humaine, la gestion des compétences. Les ressources sont rares, il y a vraiment un enjeu de garder la compétence et la connaissance quand, bah, voilà, il y a du turnover, que ce soit des départs à la retraite, ou même, voilà, des départs, et des remplacements de personnel. Et ce qu'on constate, c'est que ces enjeux ont un point commun. On veut améliorer une situation. Et en fait, pour améliorer une situation, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc il faut commencer par mesurer, savoir d'où je pars pour pouvoir savoir, bah, justement définir où je veux aller et bah, au fil du temps, au fil de mon amélioration continue, je vais pouvoir savoir où j'en suis et continuer mon processus d'amélioration continue. Et donc le point commun de ces enjeux, c'est la notion de collecter. Collecter la donnée qui va sortir des automates, des robots, derrière Franck, connecter la donnée qui va sortir de capteurs de température, de vibration, d'énergie et cetera, pour savoir ce que je consomme aujourd'hui, ce que je produis aujourd'hui, et puis les pièces, mauvaises, enfin voilà, avoir un état des lieux et puis au fil de l'eau et au fil du temps, quand je vais m'améliorer, eh bien je vais pouvoir effectivement, bah, constater cette amélioration, mesurer cette amélioration et donc effectivement, globalement, bah, gagner en performance et en productivité. Et donc, concrètement, je te relaisse la main, Franck, pour expliquer tout ça au niveau de l'usine. Alors, le constat qu'on peut faire ou en tout cas, déjà un des premiers dangers qu'on voudrait partager avec vous depuis notre retour d'expérience, c'est que ce besoin d'aller collecter la donnée, donne quelquefois une approche que nous on décrit comme étant en silo. C'est-à-dire que, les métiers, les gens qui travaillent soit sur un process, soit sur la gestion énergétique, soit sur, l'hyper-personnalisation des produits, vont avoir besoin d'un certain nombre de données et la tentation peut être grande d'aller, chacun déployer finalement son capteur, son réseau de collecte, de récolter une donnée sous son format propre et puis de l'utiliser avec son application. Et puis, ben, on va le voir et Nicolas va dérouler les slides, ben, au fil des cas d'usage, on va comme ça, empiler un certain nombre ou paralléliser un certain nombre de silos. Certains vont utiliser des fois les mêmes capteurs, certains utiliseront des réseaux de collecte et des technologies de collecte différents. On a mis la 4G, ça pourrait être Wi-Fi, ça pourrait être 5G, ça pourrait être filaire. On va avoir des formats de données hétéroclites et toujours nos applications qui donc vont chacune utiliser la donnée. Je prends un exemple très concret, la pièce dans laquelle je suis, heu, dispose peut-être de plusieurs capteurs de température. Peut-être un premier capteur qui a été installé au moment de la construction du bâtiment et de la GTC, qui pilote ce bâtiment, avec son propre réseau et puis cette donnée de température est sûrement présente dans l'application de gestion de techniques centralisée.
Et puis si on était ici en train de produire et que, le processus de fabrication est sensible à la température, dans la machine qui est derrière moi, il y aurait sans doute un autre capteur, ramené par un autre réseau, sous un autre format, utilisé par une autre application. Et vous voyez bien qu'au bout d'un moment, eh bien, on multiplie les capteurs, on multiplie les réseaux, on collecte de la donnée sous différents formats et alors qu'on a plein d'applications, qui pourraient peut-être mutualiser ces 3 premiers étages. Sur le slide suivant, on voit aussi des démarches et on imagine une trajectoire sans doute plus virtueuse, faire sans doute la cible vers laquelle il faut aller, celle d'abord de fédérer peut-être le réseau de collecte. Alors vous voyez qu'on a mis réseau IP fédérateur. On pourrait très bien mettre un X et un réseau et un S à fédérateur. On verra qu'on c'est pas parce qu'on parle de fédérer le réseau qu'on parle forcément, de tout mettre sur un même équipement ou un même réseau. On peut travailler évidemment avec des spécialistes de la donnée pour harmoniser mes formats de données et arriver à un patrimoine de données qui soit, cohérent et me permette la notion de jumeau numérique et ensuite servir mes applications. Et je vais citer, un membre de Swarm, Blueway, qui a une formule que nous, on apprécie énormément. Le métier de Blueway, c'est justement de travailler sur ce patrimoine de données. C'est collecter une fois, utiliser 1000 fois. Voilà ce qui nous semble être la cible vertueuse, que dans cette pièce, il y a un capteur de température et que cette température, de manière consciente, organisée et décidée, elle puisse être mise à disposition de toutes les applications qui en ont besoin. On va réduire évidemment la complexité. On va donc aussi diminuer la complexité à protéger. On va diminuer notre surface d'attaque. On va diminuer la consommation énergétique, à la fois des capteurs, des réseaux, mais aussi de la donnée qui ne sera pas stockée en plusieurs exemplaires alors qu'elle dit la même chose du point de vue physique, la température de la pièce. Et surtout, eh bien, on va pouvoir faire circuler cette donnée entre mes applications et mettre les choses en cohérence. Et ça, c'est un point très important, hein. Ce qu'on constate effectivement aujourd'hui, c'est que vraiment les architectures sont très silotées et on a vraiment une multiplicité. À chaque projet, on va entre guillemets construire un nouveau silo avec ses capteurs, avec ses moyens d'acquisition et en fait, finalement, tout est dupliqué, du matériel à la donnée. Et il y a une perte d'énergie, de temps et de matières premières qui est dommage. Et effectivement, en visant cette architecture de converger, on capitalise énormément et la démarche est vertueuse à tout niveau. Alors sur le slide suivant, finalement, on vient de dire: «Ben, c'est super, on a trouvé finalement, la bonne voie, la bonne, manière de se mettre en route, c'est la convergence IT/OT» et on voit qu'on vient d'exprimer surtout d'abord une convergence au niveau de la donnée, pour faire converger finalement cette donnée et l'utiliser dans les process. Mais, quand on parle de convergence IT/OT, de manière caricaturale, on n'est pas en train de dire: il y a qu'à tout brancher sur le même switch informatique». Voilà, on n'est pas en train de parler de convergence, matérielle, entre guillemets «un peu caricaturale». On parle surtout finalement de mettre des compétences, autour de la table pour travailler ce sujet et vous verrez que ça va être, le principal levier d'action que l'on va vous décrire après. Évidemment que ça va nous permettre de mettre un certain nombre de moyens en commun, mais encore une fois, on n'est pas en train de dire un réseau unique, sur un switch informatique unique pour connecter tout ce qu'il y a dans l'usine. Ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est encore une fois de mettre en commun le savoir-faire, les compétences, les expériences de chacun, IT et OT, autour de la table. Donc les gens de l'informatique de gestion et les gens de l'informatique de production, ensemble, pour encore une fois, initier cette démarche d'urbanisation qui va être vertueuse. Mais tout cela a un prix et Nicolas va, nous expliquer maintenant que, cette, voie-là, elle n'est pas sans danger et qu'il faut, pouvoir gérer ça aussi. Et justement, bah, merci, belle transition Franck. Quels sont les risques et les conséquences? Premier sujet, l'OT n'est pas de l'IT. Alors ça, on adore avec Franck cette phrase parce que c'est vraiment important de le comprendre. C'est-à-dire, on a toujours tendance à imaginer qu'à partir du moment où bah voilà, les automates sont arrivés sur l'IP, les capteurs aussi, etc., finalement, on a banalisé tout ça et on va pouvoir traiter tout ça comme on le fait d'habitude avec nos process de cybersécurité IT. Malheureusement, non, pour beaucoup de raisons. Le premier point, c'est justement les vulnérabilités propres. Les ransomware, les attaques sont différentes. Alors,
bien évidemment, il y aura des points communs. Dans tout réseau OT, on va retrouver des stations de supervision avec des systèmes d'exploitation qu'on connaît, du Windows notamment. Mais justement, on va retrouver des choses différentes. Le Windows que vous avez sur votre PC de gestion, il est en dernière version, avec un antivirus à jour. La plupart du temps, malheureusement, dans les environnements industriels, ce n'est pas le cas et c'est compliqué de le corriger pour plein de raisons, matérielles notamment. Un PC qui a été installé il y a 15 ans avec des composants spécifiques, des cartes spécifiques pour connecter à la machine, on ne peut pas changer le matériel, on ne peut pas le mettre à jour, donc il faut vivre avec. Et ce qui est important justement, c'est bien prendre en compte ce contexte. De plus, bah voilà, un automate, ça a son propre système d'exploitation. Il n'est pas son but, c'est de faire du temps réel. Donc, on ne peut pas installer d'antivirus sur un automate, à la différence du PC de gestion. Donc voilà, on ne peut pas appliquer les mêmes règles que nous avons l'habitude d'appliquer dans les environnements informatiques de gestion. Les usages sont également différents. On va être sur des cycles de 24/7 de production, avec des protocoles parfois temps réel. Et donc, effectivement, avec des mécanismes où dès qu'on perd la connexion, l'automate, l'équipement, le robot va s'arrêter parce que dans son processus de sécurité physique, le robot, s'il perd la connexion, il s'arrête. Donc voilà, donc on va vraiment avoir des spécificités bien particulières. On va Excusez-moi. On va avoir également des sujets de perte de visibilité, de turnover, c'est-à-dire dans ces environnements industriels, voilà, on a énormément d'acteurs différents. Il est plus compliqué de maintenir une cohérence et un parc à jour parce qu'effectivement, sur une chaîne de production, sur un environnement donné, vous allez avoir différents acteurs. Il y a certaines machines qui sont maintenues par la personne A, d'autres machines par le sous-traitant B, etc., etc. Et donc, forcément, garder un inventaire à jour de toutes les modifications, c'est compliqué. Là où dans l'informatique de gestion, c'est beaucoup plus simple, parce qu'effectivement, on va pouvoir agréger un partenaire, on a rationalisé tout ça, donc on va pouvoir garder un parc très à jour. Ce qu'on constate, pour vous donner un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, dans un réseau industriel, jusqu'à 30% des équipements sont inconnus. C'est-à-dire que quand on fait un audit, on va analyser l'infrastructure, on va inventorier les équipements et on va se rendre compte effectivement qu'il y a 30% du parc qu'on ne connaît pas, on ne sait plus ce que c'est parce qu'il y a eu des modifications qui n'ont pas forcément été mises à jour, etc. Il y a aussi un sujet d'exploitation particulière. Encore une fois, imaginons, la maintenance à faire sur ces réseaux. D'un côté, sur les réseaux de gestion, on intervient, dans des locaux parfaitement identifiés, heu, en nombre relativement restreint, protégés par un contrôle d'accès. Les équipements vont être dans des baies, éventuellement principalement fermés à clé, c'est souhaitable. Mais globalement, les équipes qui vont intervenir, y compris ce sont des équipes, de prestataires, savent comment rentrer, dans ces locaux techniques et comment intervenir. Et on va retrouver côté production, une multiplicité de lieux dans lesquels les équipements actifs du réseau vont être projetés au plus près du processus. Ça peut être, quand on est sur des réseaux, extérieurs en haut d'un mât, ça peut être dans une armoire à côté d'automates, ça peut être dans une zone où il va falloir des équipements de protection individuelle particuliers, voire même des agréments pour pouvoir rentrer, soit pour des questions de sécurité électrique, chimique ou même de confidentialité. Il n'est même pas certain qu'on laisse à un prestataire extérieur, par exemple, venir faire le geste de proximité et on va souhaiter que ce soit les équipes d'automaticiens, les équipes de production qui fassent, y compris le geste de proximité de maintenance sur ces réseaux-là. Donc vous voyez que ça change énormément la donne, y compris sur la manière de faire vivre les solutions. Exactement. Et du coup, ça nous fait rebondir sur le dernier point. Quand on parle de cyberprotection de ces infrastructures industrielles, il ne faut pas oublier que le premier moyen pour sécuriser, c'est la sécurité physique. Pourquoi? Ça peut paraître bête, mais des équipements IT sont souvent dans une baie sécurisée, à minima fermée à clé, dans un local technique avec une clé, voire un contrôle d'accès. Eh bien, les équipements industriels vont être, à l'inverse, eux, dans un armoire de proximité, sous une machine dont la porte peut s'ouvrir assez facilement avec une clé banalisée. On va retrouver pour de la vidéoprotection potentiellement un switch au fin fond du parking. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que comme la nature humaine va toujours au plus simple, la cybersécurité, enfin le cyber-hacking en fait partie. Et donc, à un moment donné, on a beau mettre toutes les plus belles protections technologiques qu'on veut, si l'un des points des réseaux est facile d'accès, la personne va venir
s'y connecter. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros sujet de sécurité physique de ces environnements-là. C'est important, hein, encore une fois, la machine qui est derrière moi, évidemment qu'il faut protéger la manière dont on va accéder à distance à cette machine, mais si en même temps c'est, trop facile de venir, avec une chasuble jaune, sur moi, ouvrir la porte et accéder au switch de cette machine, utiliser un port laissé libre pour venir brancher un petit boîtier Raspberry Pi avec une clé 4G, m'en aller discrètement et depuis le parking pouvoir attaquer la machine, toute la cybersécurité que j'aurais mis sur mon accès distance, je viens de la mettre par terre. Donc, encore une fois, il faut coupler toujours cette approche cybersécurité et sécurité physique quand on est dans ces environnements de production dans lesquels nos actifs sont projetés d'une manière différente que dans les réseaux de gestion. Deuxième point, le piège du pilote. C'est c'est important, alors c'est pas simple, mais c'est quoi déjà le piège du pilote? En fait, dans les sujets d'industrie 4.0, même plus largement dans l'IoT, on peut aller au-delà de l'industrie, hein, parler dans le smart city, le smart building ou le smart care dans les hôpitaux. Bah voilà, on se pose des questions. Je veux connecter, je veux améliorer justement ma performance, je veux améliorer ma gestion de l'énergie, donc je vais mettre des capteurs d'économie, enfin pour collecter des informations énergétiques. Et donc je vais faire un POC, un proof of concept, un pilote. Et le problème, bah, c'est c'est toujours compliqué parce qu'effectivement, on se pose des questions. Quelle technologie? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. Ce qu'on constate, c'est que on tombe rapidement dans un piège qui va être enfin, il y a deux typologies de pièges, hein. C'est soit bah, je me pose beaucoup de questions. Et du coup, en fait, je ne démarre jamais mon POC parce que j'ai toujours, voilà, les technos vont évoluer, j'ai toujours une bonne raison de revoir mon design. Et en fait, je n'avance pas. Ou le deuxième piège, c'est que justement, je vais m'enfermer dans une technologie. Et là, on le voit énormément, hein. C'est que je vais du coup imaginer, voilà, partir sur vraiment une technologie, imaginer que cette technologie va être magique, va me révolutionner mon, mon problème, va me résoudre mon problème toute seule. Et en fait, je ne prends pas en compte l'écosystème, hein, et je vois pas plus large, et que potentiellement mon problème, mon cas d'usage peut être traité par différentes technologies suivant, parce qu'en fait, il y a des sous-cas, etc. Et ce qu'on on constate très régulièrement, c'est que du coup, on va faire un pilote avec une technologie donnée. Forcément, ça ne va pas répondre à tous les cas d'usage, ça va être bloquant à un moment donné, et le ROI va être diminué. Et en fait, on ne passe pas l'étape de pilote parce qu'effectivement, bah, on n'a pas atteint le retour sur investissement nécessaire pour passer à l'industrialisation. Et du coup, alors c'est difficile, hein, rien n'est simple, mais l'idée ici, pour passer ce piège du pilote, hein, dans tous ces projets d'industrie 4.0 et d'IoT au sens large, c'est d'adopter ce qu'on conseille aux startups. C'est d'avoir ce côté un petit peu startup, de dire effectivement, je vais démarrer petit, et le pilote, c'est pour ça que c'est très bien. Par contre, je vais tout de suite penser effectivement à l'élargissement, c'est-à-dire que je vais tout de suite imaginer comment industrialiser derrière, parce qu'effectivement, je me pose au début ces bonnes questions. Et je vais move fast, je vais aller vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais partir forcément me dire, il faut que je prenne des hypothèses, il faut que j'avance, et il faut que j'arrête de me poser trop de questions qui vont justement m'amener vers bah, droit dans le mur, puisqu'effectivement, au bout d'un moment, bah, il y aura une nouvelle technologie, il y aura toujours de bonnes raisons de ne pas avancer. Alors, c'est pas simple, hein, bah, de jouer sur ces trois composantes, mais c'est nécessaire. Et on a plein de cas effectivement où pour une raison, il y a toujours des bonnes raisons, hein. C'est pas des erreurs humaines, hein, mais c'est dans le contexte. Effectivement, les gens, les entreprises n'ont pas suivi ce triptyque, et on se retrouve avec des POC qui durent bah, 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis finalement rien n'avance. Et ça, c'est un point important, hein. Alors c'est valable pas que dans l'industrie 4.0, mais c'est un point important à garder en tête. Pour illustrer un petit peu concrètement, on voit beaucoup, il faut aussi, entre guillemets, comprendre pourquoi ce piège arrive. Si encore une fois, je veux, sur la machine qui est derrière moi récupérer, une température, un nombre de cycles, une donnée, et que je suis côté métier, toujours un peu en affrontement avec la DSI et que la DSI a tendance à me dire: «Non» à toutes mes idées de connexion pour des raisons de cybersécurité, bah, en même temps, à un moment, les métiers, bah, ils vont dire: «Bah, oui, mais moi, j'en ai besoin, donc j'ai trouvé une solution sur étagère». J'ai des gens qui m'ont dit: «Il y a pas de problème, on met un petit boîtier, il y a une carte SIM dedans, ça remonte dans le cloud et je vous livre sur un navigateur votre donnée». Donc la tentation du pilote, c'est que ça permet d'aller vite.
Sauf qu'au bout d'un moment, on dit: «Bon, bah, c'est super, ça marche sur une machine. Comment je le fais sur 2, 3, 4, 1000? Ça marche sur ce site, comment je fais ça dans mon usine A, B, C, D?» avec peut-être, B, C, D qui ne sont pas, tous sur le même continent. C'est super, la donnée, je la récupère dans le cloud, mais je voudrais l'exporter vers une autre application. Comment ça, je peux pas la télécharger? Non, il faut que je fasse un mail, au service, cloud, que j'ai acheté et à ce moment-là, il me renvoie un fichier à plat. Non, mais moi, je voulais plutôt une API pour exporter ces données et pouvoir les partager. Donc, vous voyez, c'est ces questions-là. Donc dans le smart small, c'est effectivement, il faut bien y aller parce qu'il faut aller chercher la valeur tout de suite que peut m'apporter le cas d'usage. Think big, c'est de dire: «Essayons de réfléchir un tout petit peu avant de dire si on commence le mur à 50 centimètres du sol ou à 3 mètres». C'est un peu le sujet de l'image qu'on a choisie. Quelle est la hauteur du mur que je veux franchir? Parce qu'il y a un moment, si je commence mon escalier trop près, je n'irai pas là où je veux aller au final. Et puis, bah, si je me trompe, je reviens assez vite, mais il faut avoir un œil sur ce côté la suite, le coup d'après, parce que sinon on fait des petits laboratoires, mais on n'arrive jamais à industrialiser ça et à passer à l'échelle finalement. Et on va retrouver des notions justement d'entrepreneuriat sur le fait que bah, l'échelle, c'est peut-être pas la solution finale, mais à un moment donné, ça m'a permis de bouger vite. Et quitte à revoir après et avoir un processus d'amélioration continue où je vais dire, bah tiens, oui, j'ai fait des hypothèses, j'ai mis en place des choses qui m'ont permis d'aller plus vite, qui ne sont peut-être pas industrialisables en l'état, mais en tout cas, j'ai pu valider que ça amène de la valeur. Et après, je revois, j'améliore, etc. Mais c'est vraiment cet esprit-là qu'on retrouve et il y a beaucoup de similitudes dans dans les 2 esprits. Alors Nicolas nous a déjà présenté deux écueils, en tout cas deux récifs qui dans votre navigation il faut éviter. Le premier, c'était de croire que l'OT c'était de l'IT. Le deuxième, c'est le piège du pilote. Et un troisième récif ou en tout cas, vent contraire ou vent porteur, ça sera à vous de décider qui va agir sur votre trajectoire, c'est, la pression réglementaire et on a appelé le slide suivant Under Top Pressure. pressure. Aucun lien avec la chanson du groupe Queen, quoique, mais Nicolas va vous expliquer. Effectivement, donc l'Union européenne a voté une directive fin d'année dernière, Nice 2, qui est une directive très fortement inspirée d'une loi française de 2015, la loi de programmation militaire. Alors cette directive, elle est simple, hein, elle cible des entités, publiques ou privées, qui vont être d'une importance essentielle dans le service de la nation et qui vont devoir, et ça va être une obligation, améliorer leur cyberprotection de leurs infrastructures de production, de leur réseau, de leur informatique technique. C'est-à-dire, chaque acteur ciblé va devoir définir dans son fonctionnement qu'est-ce qui est vital et du coup, il va devoir mettre en place des procédures de protection, de cyberprotection, pour faire en sorte qu'en cas d'attaque, il va continuer de fonctionner. Et il y a deux effets par rapport à la loi de programmation militaire, parce que c'est vraiment c'est ce qu'on a connu en 2015 quand la loi de programmation militaire qui ciblait quelques entités au niveau de la France, hein, vraiment quelques grands acteurs. Là, c'est une sorte de copier-coller, si je puis dire, mais diffusé à plus large échelle. C'est que déjà le nombre d'acteurs effectivement explose, hein, grandit, puisque du coup ils l'élargissent aux acteurs de la chimie, aux acteurs des postes, de la gestion des déchets, l'assainissement, l'agroalimentaire. Donc là, voilà, le spectre s'élargit. Et il s'élargit d'autant plus que les sous-traitants il y aura une obligation de contrôle de sous-traitants. C'est-à-dire que si vous êtes concerné et que dans votre processus critique, hein, c'est vraiment, là, on parle vraiment de la partie cœur de votre système qui vous permet de fonctionner, d'amener votre service auprès des usagers ou de fonctionner. Et bien, si vous avez des sous-traitants critiques qui, s'ils sont eux compromis, vous impacte directement, vous aurez l'obligation de contrôler leur niveau de conformité avec cette même directive. Et donc ça, c'est important. C'est également logique, hein, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans les attaques les attaques de cyber, c'est que les entités, les grands groupes se font attaquer maintenant en passant par des sous-traitants. L'exemple de Thales, il y a quelques temps, hein, qui s'est fait subtiliser des documents. Au final, c'est pas Thales directement qui s'est fait attaquer, c'est un de ses partenaires. Donc voilà, la loi, dans un certain sens, c'est logique, mais il faut bien le prendre en compte parce que de ce fait, même si vous, en tant qu'acteur, vous n'êtes pas dans la cible initiale de Nice 2, vous pouvez éventuellement l'être par rebond parce que vous travaillez pour des acteurs qui sont
éligibles NIS 2, et du coup qui vont vous demander dans un futur assez proche d'être compliant, hein, d'être compatible, de respecter les pratiques et les bonnes pratiques en termes de cybersécurité industrielle. Et ce qu'il faut prendre en compte dans cette directive, c'est que on est donc sur une obligation. Ils ont repris la même philosophie que la loi RGPD, c'est-à-dire que ce sont des obligations et que du coup, il y aura des sanctions basées sur le chiffre d'affaires, à l'image du RGPD. Et la dernière information de ce slide, c'est que donc la directive européenne a été votée fin novembre 2022. Maintenant, les États membres, dont la France, ont un peu plus d'1 an et demi pour l'appliquer en loi dans le pays. Donc, ça veut dire que côté France, d'ici l'été 2024, il y aura une loi française qui sera la déclinaison de cette directive pour notre territoire. Voilà, donc pour l'instant, voilà les informations. L'ANSSI communique au fil de l'eau. L'ANSSI est en train de travailler sur la définition des acteurs, justement, des cibles, puisque la directive est assez large et l'ANSSI travaille là-dessus. Et le calendrier actuel reste le même. L'ANSSI, on a eu les dernières informations datant d'avril. ANSSI communiquait sur une fin d'été pour la loi sur le territoire français. Alors, on est à peu près à mi-chemin de notre présentation. Nous avons vu les enjeux, nous avons vu, les écueils à éviter, on vient de passer le cap Horn. Maintenant, on va se diriger, vers, comment on arrive à mener notre barque. Et encore une fois, notre conviction, c'est que cela passe par, un effort d'urbanisation et de gouvernance. Alors ça paraît 2 mots, très, peut-être pompeux, peut-être très stratégiques, mais essentiels néanmoins, et on va un petit peu éclairer ce que l'on entend par là. Pour arriver à faire travailler les gens, ensemble, les gens qui ont une culture plutôt production et les gens qui ont plutôt une culture système d'information de gestion, quand on regarde un petit peu le panorama des normes, qui représentent peut-être, ce à quoi chacun de ces 2 mondes se raccroche, c'est assez intéressant. On voit qu'on a, des chevauchements, des recoupements, des choses qui sont assez proches, évidemment des choses qui sont extrêmement complémentaires, mais entre ISO 27001, entre IEC 62443, entre les normes de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité des installations industrielles, la différence avec la sûreté de fonctionnement, il y a quelque chose d'intéressant, et notamment, nous sommes convaincus qu'en s'appuyant sur la norme 62443, on met en place finalement un référentiel qui va permettre, un peu au chakra de s'ouvrir, parce que on va commencer à parler un langage commun, à projeter une vision partagée des choses, et notamment, même si nous sommes vendredi et qu'on n'est pas très loin de l'heure du déjeuner, et bien vous allez voir sur le slide suivant qu'à partir de schémas d'architecture, n'ayez crainte, assez simple quand même, eh bien on peut faire avancer la démarche de manière très vertueuse. Ce schéma d'architecture, vous en avez là 2 représentations légèrement différentes, je vais expliciter, mais encore une fois, la norme 62443-3, on peut aussi trouver ça évidemment sur le référentiel ISA 95. Vous trouverez ça aussi dans beaucoup de documentation ou de littérature, et c'est normal. Ce schéma de Purdue qui est à la base, de cette architecture, alors on peut le voir plutôt comme à gauche, sous l'organisation en différents niveaux, pour le réseau industriel, le niveau 0 qui part des capteurs, et vous le voyez qui va décrire de 0 à 3 tous les niveaux que l'on va trouver côté réseau industriel, réseau de production. La DMZ qui va nous permettre de nous connecter au réseau de gestion IT classique, représenté ici dans les niveaux 4 et 5. Moi, j'aime aussi bien la version à droite, qui visuellement est différente, mais qui est exactement la même logique. Simplement, elle permet de visualiser peut-être très rapidement ce qui est quelque chose de très important dans ce schéma de Purdue, c'est que côté réseau industriel, donc dans les niveaux 0 à 3, on va organiser les choses en zones, en cellules. C'est aussi un terme que vous pouvez trouver. Qu'est-ce qu'on va mettre dans une même cellule? Eh bien, ça va être tout l'enjeu de l'urbanisation, mais ça peut être une chaîne de production, ça peut être des éléments qui ont le même niveau de criticité ou le même niveau de vulnérabilité. On va les regrouper dans cette zone, manière à contrôler ce qui rentre et ce qui sort de cette zone à travers les conduits, qui vont nous permettre de maîtriser la communication de cette zone avec les autres zones ou avec les niveaux au-dessus. Et en faisant cette démarche de cloisonnement par zone et conduit, avec des méthodes d'analyse de risque très pragmatiques, eh bien, on permet d'avancer, et on verra que chacun a son rôle à jouer côté IT/OT pour la protection de ces réseaux industriels.
Et c'est vraiment important de noter, que justement, on ne part pas d'une feuille blanche, hein, comme l'indiquait le slide, d'avant. Voilà, on a des bonnes pratiques, on a ces normes, qui nous servent effectivement de base de travail. Alors bien évidemment, on va pouvoir les appliquer, suivant le contexte. On n'est pas obligé de faire des copier-coller. Chaque entité est différente et si vous allez être justement, dans le giron de la loi NIS 2, eh bien, vous allez aller plus loin que certains acteurs qui ne seront pas éligibles NIS 2, mais peu importe. Mais l'idée, c'est bien de se dire, OK, j'ai un modèle, justement. Donc, dans mon process d'amélioration continue, dans mon processus de dire, OK, je vais améliorer, je vais venir connecter mon usine et je vais venir la cyberprotéger, eh ben, je ne pars pas de zéro. J'ai des choses, j'ai des bonnes pratiques qui sont le résultat d'expérience, de réflexion, de mise en place au niveau international de grands acteurs et qui l'ont déjà appliqué. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne part pas de zéro. Et justement, donc, comment appliquer tout ça? Eh bien, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est du bon sens, hein, c'est du pragmatisme. Voilà, il faut être dans une démarche un petit peu agile, hein, d'itération. C'est-à-dire, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, sur ces infrastructures-là, la première difficulté, c'est de connaître mon point de départ. Et on a vu 30% des équipements, hein, 30, sont potentiellement inconnus. Donc, bah voilà, il faut que je sache d'où je pars pour définir mon point d'arrivée et mon processus d'amélioration. Donc, la première étape, c'est de faire l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai? Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin? La deuxième étape, ça va être toute la cartographie. Quels sont les flux, hein, l'automate, il dialogue avec sa station de supervision, son SCADA. Et ce SCADA-là, il va superviser tous ces automates. Par contre, il ne va pas discuter avec d'autres équipements de ma chaîne de production. Et voilà. Et je vais pouvoir effectuer cette cartographie, cet inventaire de mes équipements, toute cette cartographie. Et ça va être la base de la définition des zones et conduits que Franck vient de présenter. Et une fois que j'ai tout ça, bah voilà, là, je suis parfait, je suis propre, j'ai mon point de départ, je vais pouvoir dire, OK, où je vais, qu'est-ce que j'ai besoin d'appliquer, quels sont les budgets aussi que je vais y affecter, hein, parce que voilà, rien n'est gratuit, mais au moins, je vais être propre, je vais avoir les idées claires sur où je veux aller et l'effort à faire entre mon point de départ et mon point d'arrivée. Et à partir de là, bah, bien évidemment, on déroule, hein, on met en place, on sécurise, on définit les zones, les conduits, on met en place toutes les briques technologiques suivant les technologies les plus pertinentes à mettre en place sur l'infrastructure, hein. Ça peut être du firewalling, mais pas que. Il y a plein d'autres technologies et de solutions pour appliquer la norme 62443 et définir les zones et conduits. Mais le plus important, c'est que voilà, j'en choisis une qui convient à mon environnement, qui aussi convient, on va le voir avec les rôles et responsabilités de chacun. Je l'applique. Et le point le plus important, enfin l'un des points importants, c'est de boucler la boucle. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis en place tout ça, bah, je ne me repose pas sur mes lauriers, hein, parce que bien évidemment, hein, comme toujours, si il n'y a pas de processus d'amélioration continue qui est mis en place, bah, mathématiquement, au fil du temps, la cyberprotection va se dégrader, les choses vont se dégrader. Et ce qui est très important, hein, dans cela, c'est bien mettre en place cette boucle qui revient à un processus d'inventaire et de mettre en place des outils qui vont me permettre, eh bien, demain, de continuer à faire cet inventaire pour me dire, bah voilà, j'ai des acteurs qui vont continuer à intervenir, hein, des sous-traitants qui vont continuer à maintenir les machines et puis à rajouter d'autres nouvelles machines, de venir remplacer les équipements. Donc, il faut que je continue ce processus pour toujours inventorier les modifications, cartographier les modifications et conserver un process, un niveau de cyberprotection, un Nutri-Score de la cybersécurité qui est voilà, dans le vert au fil du temps et d'être sûr et d'éviter qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien, on fait un état des lieux, et ben mince, le niveau de cybersécurité qu'on avait mis là, bah, il s'est dégradé parce qu'à un moment donné, bah, les gens, la nature humaine a horreur du vide et va toujours à la simplicité, comme on vous l'a dit. Bah, il y a quelqu'un qui est venu débrancher l'équipement de protection, le firewall, ou désactiver l'équipement de protection parce qu'à un moment donné, ça l'a embêté, ça l'empêchait de bosser. Donc, plutôt que de trouver la solution, il a débranché, puis personne l'a vu parce qu'il n'y avait pas cette boucle. Donc voilà. Donc c'est important. Il n'y a rien de sorcier, c'est du bon sens, mais c'est du bon sens à appliquer dans ce contexte pour justement faire en sorte que ce qui a été fait aujourd'hui continuera d'être fonctionnel et au même niveau demain.
Alors, on va arriver aux 2 derniers slides de notre présentation. Le moment est donc venu de vous encourager à poser des questions, par le chat si vous le voulez, puisque dans à peu près 5 minutes, on va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Avant ça, un dernier slide sur le moyen de mener sa barque. En tout cas, une question. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire, c'est réservé aux grands, c'est-à-dire aux entreprises avec, des moyens? Puisqu'on parlait de convergence IT/OT et je vous avoue que de temps en temps, on rencontre des clients qui nous disent: «Bon, bah, moi, la convergence IT/OT, c'est facile, j'ai un seul responsable et il doit gérer mon réseau de gestion et mon réseau industriel, donc c'est le même cerveau». Peu importe, encore une fois, on est conscient que les moyens ne sont pas les mêmes, les priorités non plus sont pas les mêmes, mais ce qui nous paraît important, c'est qu'on peut adapter le modèle dont on vient de parler sans le trahir. Sans le trahir, ça veut dire quoi? Enfin, encore une fois, les fondamentaux du modèle, c'est de dire: «Je ne peux pas protéger ce que je ne vois pas». Je dois faire ensuite une analyse de mes risques. Encore une fois, je n'ai pas l'intention de ramener, les courses que je vais ramener du drive ce soir avec 2 motards devant, 2 motards derrière et en camion blindé. A priori, ce que je transporte n'a pas cette valeur-là, même si, les prix alimentaires ont augmenté, je ne fais pas encore ça. Et donc, je vais aussi adapter mon niveau de sécurité, à la valeur de la donnée que je suis en train de circuler. Encore une fois, si la température de cette pièce ici me permet d'ajuster le confort ou de contrôler que je ne dépense pas trop de chauffage, heu, la donnée en soi est pas très importante si quelqu'un me la vole. On pourrait se poser la question différemment si elle rentre en jeu dans mon process. Néanmoins, il y a quand même aussi une autre chose qui est un pilier du modèle, même si j'ai un peu moins protégé la capture de la température ou j'ai pas mis, plusieurs systèmes, plusieurs couches de sécurité, il est absolument pas normal que parce que j'arrive, d'une manière ou d'une autre à rentrer sur l'endroit où est collectée la température, non, critique, je puisse rebondir sur une partie de mon réseau, une partie de mes machines qui, elles, sont critiques. Et ça, c'est le cloisonnement qui va nous permettre ça. Donc, vous voyez, encore une fois, ce qu'on veut éviter, c'est le saupoudrage, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens. En cybersécurité, en mettre un peu partout, ça ne sert pas à grand chose. Il faut le mettre là où, le risque est important, et le risque, encore une fois, c'est aussi, la combinaison, de la menace et puis de la conséquence, de l'impact que ça va avoir. Donc, on peut également mener cette démarche de convergence IT/OT, même dans des organisations de taille plus agile, plus modeste ou avec moins de moyens que des grands groupes. Ça nous semble néanmoins vertueux. Et pour terminer, la conclusion que l'on voulait partager avec vous et que Nicolas et moi, on va exprimer, c'est que, la collaboration entre, justement les équipes IT/OT, les équipes, on va dire, de la direction informatique et puis les gens du métier, si justement on met le sujet de la cybersécurité comme un sujet commun, ça nous semble non pas être une contrainte, mais plutôt un moteur et on peut même en faire un avantage concurrentiel vis-à-vis de nos partenaires, de nos fournisseurs, de nos clients, des institutionnels. Parce que, et ça c'est un message peut-être aux gens de culture plutôt IT, notre retour d'expérience, c'est que même si on trouve côté OT quelquefois des pratiques de cyber qui peuvent faire frémir un RSSI ou un DSI, il y a vraiment une envie de mieux faire, hein. C'est sûrement parce que les gens des métiers, eux, ils ont un enjeu, c'est de produire. C'est une productivité. Alors oui, quelquefois, il faut que ça marche, donc cybersécurité, d'accord, mais il faut arriver à concilier l'enjeu de la production. Mais tout le monde a envie de mieux faire et il faut savoir capitaliser là-dessus. Il faut prendre en compte les différences de pratiques et encore une fois, les gens de l'IT doivent faire un effort pour comprendre la logique qui préside dans la direction des métiers, qui sont chargés de la production. Mais aussi, il faut que les gens de la production aient peut-être un peu plus confiance de temps en temps aux gens qui font du réseau de gestion. On entend quelquefois encore dire: «Ouh là, avant que le réseau soit capable de transporter mes flux entre automates», je vous rassure, côté IT, on fait des choses plus compliquées que de transporter ces flux, à condition d'avoir compris quelle était la spécificité de ces flux. Donc vous voyez que, ces deux pôles IT/OT ne pourront pas se passer l'un de l'autre pour réussir. Abandonner le dogmatisme et le pragmatisme, c'est justement, ne pas dire non à tous, les demandes de connexion, des métiers parce qu'on ne fait qu'encourager le fameux, pilote un peu shadow, un peu caché qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut être pragmatique, il faut trouver des bonnes solutions. Enfin, il y a un enjeu de recrutement. Nicolas, peut-être que tu peux dire quelques mots là-dessus, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, sur les talents nécessaires pour mener cette démarche.
Alors, je vais juste revenir justement sur le point d'avant, hein. C'est vrai qu'on parle depuis de nombreuses années du shadow IT, mais en fait, il y a beaucoup aussi de shadow OT, Oui. dans le sens où, bah, bien évidemment, hein, vous êtes les gens du métier, hein, les gens, le responsable de la production, si à un moment donné, effectivement, il a un besoin et pour répondre à ce besoin, il va être obligé de mettre en place des équipements de connectivité, des passerelles 4G pour répondre à ce besoin, il va le faire. Et on va être vraiment typiquement dans les mêmes problématiques que pour le Shadow IT, c'est-à-dire des équipements de connectivité, des points d'attaque potentiels sur le réseau qui vont fragiliser la cyberprotection de l'entreprise. Mais pour le coup, ces personnes, elles ont pas mal fait, hein. C'est juste que pour améliorer la production, pour une bonne raison, X ou Y, ils ont mis en place ça. Et ils l'ont mis en place parce qu'ils n'avaient pas de solution en interne pour connecter l'outil, pour amener cet usage au niveau de la chaîne de production. Et donc, pour effectivement rebondir sur le dernier point, former, recruter des talents. Le constat aujourd'hui, c'est que, et on l'a déjà connu hein, dans le monde de l'informatique, hein, ce notion de convergence où effectivement on doit apprendre de l'autre. Il n'y a pas de recette magique. Hein, c'est les équipes IT doivent faire un pas vers les équipes OT et les équipes OT doivent faire inverse un pas de l'autre côté parce que chacun a son domaine d'expérience et il est dommage de justement de rester dans un modèle de silo et de séparer ses compétences. Un petit exemple, on discutait avec un client dernièrement qui nous disait c'est quand même dommage que les équipes OT fassent des formations sur la dernière version de Windows Server, alors que moi j'ai mes collaborateurs qui sont formés. C'est dommage, je pourrais leur amener la compétence. Et à l'inverse, les gens de l'IT ne connaissent pas le métier, donc ils ont besoin des gens de l'OT pour comprendre. On a des cas d'usage de déploiement de capteurs hein, où il y a des choses, l'IT a fait un pilote, mais il y a des choses qu'il n'avait pas conscience, même physique, hein, parce que voilà, et en fait que l'OT qu'on connaît très bien, et en fait le pilote s'est mal passé parce que effectivement l'IT ne pouvait pas connaître toutes les spécificités du métier, et c'est là où l'OT a une grande valeur ajoutée. Et donc c'est important d'avoir ce rapprochement. Et du coup, pour les compétences, aujourd'hui, beaucoup d'écoles justement se mettent à sortir des bachelors ou des masters de convergence, de cybersécurité IT-OT, de convergence IT-OT. Et voilà. Et donc, ça veut dire que d'ici dans les prochaines années, on va avoir également des candidats, des jeunes diplômés qui auront ces casquettes. Alors, bien évidemment, hein, on n'aura pas des piles experts convergents. Hein, ça sera toujours des gens qui ont une culture informatique, IT, informatique de gestion et qui sont venus se mettre à niveau sur la connaissance du monde industriel, du monde OT, et à l'inverse, des gens du monde industriel OT qui sont venus comprendre quels sont les sujets côté IT. Alors, justement, ce que tu viens de dire, Nicolas, permet de répondre à une des questions. Alors, je ne les traite pas dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées, je n'oublierai pas les autres, mais on nous pose la question effectivement, que pensez-vous du problème parfois de compétences dans l'IoT pour les parties des métiers des sous-traitants? Ça rejoint ce que vient de dire Nicolas et la discussion qu'on a avec que ce soit des BUT, que ce soit des écoles d'ingénieurs, que ce soit des écoles spécialisées, c'est que, et c'est aussi notre retour d'expérience, ça va être compliqué et puis c'est pas forcément efficient d'imaginer qu'on va former les gens de l'IT forcément au métier de la production. On pense que dans les métiers de la production et d'ailleurs dans nos discussions avec des BUT, génie industriel, avec des écoles d'ingénieurs qui sont sur l'excellence opérationnelle et cetera, on sent qu'il va y avoir besoin, d'une connaissance de base minimum en réseau et cybersécurité dans ces métiers-là, y compris d'ailleurs pas qu'au niveau, bac+5 ou ingénieur. Aujourd'hui, je pense par exemple au métier du bâtiment, quand quelqu'un, installe une GTC et la branche en réseau, comprendre que la mise en cascade en réseau, c'est pas ce qu'on préfère de plus quand on est côté IT. Bon, c'est ce vernis-là, il va falloir effectivement le passer à tout le monde. Je reviens sur la première question, on disait concrètement la différence entre l'OT et l'IT. Heu, alors, on aime bien dire aussi, on a dit l'OT, c'est pas de l'IT. L'OT, ce n'est pas uniquement des switches qui n'ont pas de ventilateur et qui peuvent supporter la vibration, la chaleur, et cetera, et qui se fixent sur un RIDE-in. Sur les réseaux OT, vous n'avez pas les mêmes protocoles à transporter que sur l'IT. Et certains de ces protocoles sont déterministes, sont time sensitive, ce qu'on trouve pas forcément toujours côté IT ou pas sous la même forme. Les architectures ne sont pas les mêmes. On va avoir des choses très en étoile redondées côté IT, on va avoir énormément de boucles et de choses différentes côté OT. Les sondes
dont on va avoir besoin, par exemple, en termes de visibilité, doivent être capables de déchiffrer les protocoles industriels, voire même d'aller les interpréter pour comprendre que là, il y a un ordre de stop CPU qui vient d'être envoyé à un automate et si on utilise une sonde IT, ben, on vous dit: «Bah, voilà, ouais, c'est de l'IP, c'est un peu ça le protocole», mais on n'est pas capable d'aller au-delà. Donc vous voyez que c'est à la fois d'un point de vue architecture, technique, usage, vraiment des différences. C'est compliqué de rentrer plus dans le détail là, dans le cadre de ce webinaire, mais il y a encore une fois, le piège, c'est d'imaginer: «Oh, bah, finalement, c'est de l'IT comme d'habitude». La question suivante, c'est plus concrètement, quels sont les principes de base de bonnes pratiques pour sécuriser la liaison OT-IT? Un firewall entre l'IT et les ateliers automates. Alors, là aussi, ça va être un peu court pour rentrer dans le détail, mais oui, historiquement, et vous pouvez retrouver ça, par exemple, dans les guides de l'ANSSI ou dans la norme. Historiquement, on met un firewall industriel en tête de cellule en se disant: «Dans la cellule, je sais pas trop». Je vous rappelle que dans l'OT, on va trouver des systèmes, d'exploitation qu'on pourra pas faire évoluer. On sait bien qu'on a un PC avec du Windows, XP sur cette machine, mais cette machine a une durée de vie de 15 ans. Elle a été achetée et validée comme ça par celui qui l'a fabriquée et on va avoir des choses qu'on ne saura pas mettre à jour. Donc c'est pas la peine de se disputer avec, entre IT et OT en disant: «Mais je comprends pas, nous on met à jour, pourquoi vous mettez pas à jour?» Mais il faut prendre en compte cette contrainte de non mise à jour et protéger. Le firewall en tête de cellule n'est pas la seule solution, on en utilise aussi d'autres, mais en tout cas, il faut effectivement, organiser. Nicolas, peut-être la prochaine question sur l'analyse des risques? Alors oui, une question sur l'analyse des risques, sur est-ce qu'elle est importante pour gérer un système IT/OT? Oui, clairement. Alors dans la méthode, hein, dans le point pour connaître mon point de départ et notamment pour appliquer la norme l'IEC 62443, je vais avoir besoin de faire une analyse des risques, mais pas que des risques cyber, des risques plus globalement, hein, une analyse parce que euh, cette norme, qui est très pragmatique, elle a besoin du fonctionnement de l'usine, de connaître le fonctionnement métier. Ce n'est pas, grosso modo, à la fin, oui, ça va être un filtrage avec des équipements comme des firewalls. On va faire du cloisonnement, on va faire des VLAN, ce genre de choses, mais ça, c'est à la fin. C'est grosso modo la solution technologique pour répondre aux besoins. Mais à la base, c'est quoi mon besoin? Et du coup, pour connaître mon besoin, je vais avoir besoin effectivement de faire une analyse, de savoir effectivement que ce périmètre-là, il est hyper critique. Ça va être par exemple l'automate de protection. De protection des biens et des personnes. Et donc, effectivement, lui, il va être tellement critique que je vais même potentiellement l'isoler complètement et ne pas le connecter au reste du monde. Et ce système-là va être un petit peu moins critique, mais plus critique qu'un dernier qui va être, par exemple, l'emballage, où là, je peux me permettre de mettre moins de cyberprotection. Et c'est cette analyse de risque qui n'est pas que technique, hein, qui est aussi métier, usage, qui va nous permettre, qui va rentrer dans voilà, la to-do list, la liste des choses à faire et à connaître pour bien définir mon point de départ. Et grâce à ça, je vais pouvoir construire l'architecture nécessaire. Donc, bah, comme Franck vous l'a dit, oui, il y a du firewall, mais pas forcément que, et ça va dépendre de ce point de départ et de cette analyse. Donc la réponse est Moi oui, elle est importante. Ouais, et moi j'aime bien compléter, ce que vient de dire Nicolas par, encore une fois, chacun son métier. Je dis On aime bien dire: «L'IT, c'est comment cloisonner» et dispose d'un catalogue de Mm. techniques pour cloisonner. Mais moi, je ne sais pas vous dire, dans la machine qui est derrière moi, pardon, la machine, elle est là, je suis mon miroir, si le robot 1, il doit parler au robot 2. C'est pas mon métier de savoir ça. Donc l'OT, c'est quoi, quoi cloisonner et connaît les communications légitimes, a quelquefois du mal à les identifier, il faut les aider avec des outils et l'IT, c'est comment cloisonner et je vais peut-être essayer d'améliorer notre réponse à la question de Bertrand, G sur la séparation entre IT et OT. Oui, bien sûr qu'il va y avoir, un filtrage, chose entre l'OT et l'IT. Le fameux air gap, avant on disait: «Oh mais mon usine n'est pas connectée». Moi j'aime bien dire aux clients: si on fait un audit, je suis pas sûr, on va sans doute trouver des liens et quelque part, je vous souhaite pas que ça soit isolé, sauf si vous êtes dans le domaine militaire et que c'est voulu parce que c'est très critique. Mais rappelez-vous le début du webinar, on veut faire circuler la donnée, donc bien sûr qu'il faut que ça circule entre IT et OT. Par contre, imaginez qu'on a à traiter que la séparation OT-IT, on le voit souvent. Oui, bien sûr qu'il faut le faire, mais l'OT, c'est pas un grand réseau à plat, hein. Encore une fois, tout le monde n'est pas dans la même cellule, si je reprends la norme 62 143. On voit encore trop aujourd'hui, nous, de réseaux OT qui sont effectivement bien gérés dans leur connexion avec l'IT. Par contre, une fois sur le réseau OT, latéralement,
horizontalement, je me déplace un peu où je veux. Ça, c'est pas logique. C'est pas normal, c'est pas acceptable du point de vue du risque. Donc, vous voyez un peu le travail qu'il y a à faire. Mais encore une fois, et si, il y avait qu'une seule phrase à retenir de ce webinar, en plus de l'OT, c'est pas de l'IT, rappelez-vous, faut travailler ensemble parce que l'IT, c'est comment et l'OT, c'est quoi et pourquoi. Voilà. Une nouvelle question sur la maintenance. Alors, enfin, il y a une double question. Alors, je vais d'abord traiter la partie maintenance. Effectivement, oui, oui, la maintenance des sous-traitants, ça crée des nouveaux conduits, ça crée potentiellement une faille sur l'environnement. C'est difficile. La question, c'est difficile d'empêcher ça. Bah, j'ai même envie de dire, il faut pas l'empêcher parce que nous-mêmes, on traite aujourd'hui plus de 70% des tickets de nos clients à distance. Donc, on est les premiers concernés à vous dire que la téléexploitation, ça permet d'être plus efficace, plus rapide et d'amener un meilleur service. Donc, on est obligé aujourd'hui, en tant qu'industriel, de fournir une solution de maintenance à nos sous-traitants. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on autorise que c'est la foire et que chacun va amener sa propre solution avec sa petite passerelle 4G. Et puis, donc, chaque machine a sa solution. Aujourd'hui, il existe des solutions de Bastion qui permettent d'urbaniser. Hein, on a utilisé le terme urbaniser. Bah là, voilà, là, il s'applique très bien. C'est urbaniser cette maintenance. Et c'est effectivement vos sous-traitants. Alors au début, il y a tout un processus, mais qu'on a connu aussi dans l'IT. C'est ils vont pouvoir utiliser vos outils pour se connecter à distance. Alors après, il y a certaines petites contraintes, mais qui sont tout à fait acceptables, mais pour pouvoir vraiment faire en sorte que vos sous-traitants puissent accéder à distance et donc fournir un service de maintenance de qualité et en même temps, ne provoque pas de faille dans votre environnement. Pourquoi de faille? Parce que beaucoup de solutions de type passerelle 4G, au final, sont à base de tunnels VPN. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais souvent, ça peut créer des problématiques de faille puisque le sous-traitant peut éventuellement être du coup un vecteur d'attaque pour vos environnements. Et le deuxième point, c'est que souvent, ces passerelles sont connectées sur des réseaux à plat. Donc, en plus, la faille peut être étendue sur une très grande partie de votre usine, voire toute votre usine. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de fournir une solution qu'on contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et bien là, voilà, l'idée, c'est vraiment de nous-mêmes fournir une solution. Et comme ça, effectivement, on va pouvoir maîtriser, on va leur fournir le service, mais va pouvoir maîtriser où ils se connectent, comment ils se connectent, et d'éviter effectivement ces failles. Ensuite, sur le point du rechargement de portable sur l'OTI, alors oui, effectivement, il y a eu des cas d'attaque de ce type-là. Ça, malheureusement, on ne peut pas tout bloquer. L'idée en fait justement de l'IEC 62443, c'est qu'à un moment donné, comme en cybersécurité, j'ai envie de dire comme généralement en cybersécurité, hein, je ne vais pas malheureusement, il y aura toujours à un moment donné une attaque et je vais que retarder l'attaque. Par contre, mon job et le job de cette norme, c'est de limiter l'impact. Et donc, la définition des zones est là pour justement dire, eh bien, le jour où je vais être attaqué, parce qu'il y a malheureusement, il y a un petit malin qui est venu recharger son portable sur le PC de supervision et qu'il y a un cryptolocker ou un virus qui s'est diffusé comme ça, eh bien, cette attaque va être cloisonnée dans une bulle, la zone, et en fait, je vais empêcher effectivement cette attaque de se propager ailleurs dans l'usine. Donc, je ne vais pas l'empêcher, mais je vais la cloisonner et donc limiter l'impact. Et enfin, je surveille le chronomètre, on arrive à la fin. La question sur les pen tests, alors c'est une bonne question, nous ce qu'on regarde, c'est que encore une fois, dans cette démarche de convergence IT/OT et il faut pas qu'on soit dans la défiance entre les équipes métiers et les équipes, DSI. Alors le pen test, OT sur un environnement de production, il faut quand même y aller prudemment parce qu'il y a quand même de la prod. Pour vous donner une idée, moi j'aime bien expliciter que quand on déploie un firewall côté OT, contrairement à l'IT, on dit pas: «On ferme tout et puis on verra un peu comment ça ronchonne et on ouvre». C'est plutôt on laisse tout passer, on regarde et puis on pose la question de la légitimité du flux et on essaye progressivement de refermer, mais c'est pas si simple. Donc faire des pen tests sur l'OT pour sensibiliser, pour montrer que des choses sont possibles, oui, mais avec une certaine prudence et de toute façon, les compétences manquent déjà énormément sur ces sujets-là. Donc, voilà, ça nous semble pas être le premier moyen pour, encore une fois, établir la confiance. On n'aime jamais bien, pointer du doigt et forcément, il y aura encore une fois des failles parce que c'est l'histoire, parce que c'est la pratique, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Nous, on aime bien commencer, encore une fois, par une visibilité plutôt passive
et vous verrez que les gens de l'OTI vont être aussi intéressés par la nouvelle visibilité qu'on peut leur donner. Cartographier, ça sert à tout le monde et après on se pose la question de la légitimité de telle ou telle fille et on essaye d'améliorer progressivement la sécurité. Quand la maturité sera là, pourquoi pas se confronter à un pen test? C'est une bonne idée, mais peut-être pas de but en blanc et en première intention. Voilà, je pense qu'on arrive, au terme de notre webinar. Vous étiez, un nombre, important, en ligne. Vos questions ont été, intéressantes et on vous en Et remercie. pertinente. On espère aussi qu'on a été intéressant et pertinent pour vous. En tout cas, on y a mis, notre cœur et notre conviction forte que ce sujet est extrêmement important dans nos métiers, pour nos clients, pour nous comme prestataires et pour globalement, l'économie de notre pays. Donc c'est important je dirais, de cultiver ce sujet-là et d'avancer et de faire progresser la maturité de nos organisations respectives à tous sur ce sujet de la convergence IT/OT, qui est une convergence de points de vue, de compétences, et encore une fois de travailler ensemble. Et puis l'important, hein, comme vous l'aurez compris, c'est pas de lutter contre, mais bien d'accompagner le mouvement puisque la finalité, hein, c'est bien, d'améliorer le business, des métiers et de gagner en productivité, flexibilité, optimisation. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre attention et très belle journée. Au revoir.